Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, et bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Et notre interrogation, Tchad, les prolongations de la transition, qu'en pense Macron? En tout cas, nous nous interrogeons, Tchad, les prolongations de la transition, qu'en pense Macron? L'Union africaine avait demandé une transition de 18 mois, exigé qu'aucun membre du Conseil militaire de transition ne pourra être candidat aux élections à venir. Mais voilà, le Tchad a prolongé samedi de 2 ans maximum sa période de transition vers des élections en maintenant la tête de l'État. Le chef de la, on va le dire comme ça, le chef, ainsi, on va le dire, des autorités de transition du côté du Tchad qui sera autorisé à briguer la présidence de la République. Les centaines de délégués réunis dans le cadre d'un dialogue de réconciliation nationale en l'absence d'une grande majorité de l'opposition et des organisations de la société civile qui l'ont boycotté, ainsi que de 2 des 3 plus importants groupes armés rebelles ont adopté ces mesures par consensus, oui, Mahamat Idriss Déby Itno devenant le président de la transition. Il y aura un débat ce lundi d'ailleurs du côté du Tchad. On attend la fin du dialogue national inclusif pour donner la position du gouvernement, mais pas maintenant pour éviter de créer la polémique. Pour rien, a déclaré d'ailleurs Abderrahmane Koulamala, porte-parole du gouvernement. Ce dialogue national inclusif et souverain a été lancé laborieusement le 20 août 2022, 16 mois après que le jeune général de 37 ans, Mahamat Idriss Déby Itno, a été proclamé par l'armée président de la République au lendemain de la mort de son père, Idriss Déby Itno, tué, bien sûr, au front contre les rebelles. C'était le 21 avril 2021. À la tête d'un conseil militaire de transition de 15 généraux, il avait abrogé la constitution, dissous le parlement et limogé le gouvernement, mais il avait aussitôt promis de rendre le pouvoir aux civils par des élections libres et démocratiques après une transition de 18 mois renouvelable une seule fois. Eh bien, cette transition était censée se terminer le 20 octobre prochain. Eh bien, il était également engagé auprès des Tchadiens et de la communauté internationale à ne pas se présenter à la future élection présidentielle. Quelques jours après ces promesses, il était adoubé en grande pompe aux obsèques de son père par les représentants de l'Union africaine, de l'Union européenne, dont la France, représentée par son président Emmanuel Macron, quand elle vilipendait et sanctionnait ailleurs en Afrique des militaires putschistes au Mali, au Burkina Faso ou encore en Guinée ou encore au Soudan. L'adoption de la résolution concernant l'éligibilité du président du Conseil militaire de transition, Mahamat Déby, et la prolongation de la transition pour 24 mois aura pour conséquence sur le plan national la résistance de partis politiques de la société civile et de l'Union africaine, l'Union européenne et les États-Unis. Accepte-t-il que la transition soit prolongée après le 20 octobre ni l'éligibilité du PCMT? En tout cas, nous nous interrogeons. Ces partenaires prendront-ils des sanctions contre le Tchad et le CMT? On s'interroge toujours. En tout cas, dans un communiqué du 19 septembre dernier, l'Union africaine a demandé au gouvernement de transition de respecter la période de 18 mois pour l'achèvement de la transition et rappeler sans équivoque qu'aucun membre du Conseil militaire de transition ne pourra être candidat aux élections à la fin de la transition. L'armée tchadienne est le principal pilier régional aux côtés de l'armée française dans la guerre contre les djihadistes au Sahel, nous dit-on. Et la communauté internationale avait toutefois demandé à Mahamat Déby de ne pas prolonger la transition au-delà de 18 mois pour rendre le pouvoir aux civils et de ne pas se présenter à la présidentielle ensuite. Mais le chef, on va le dire, de l'autorité du côté du Tchad avait porté en juin 2021 un premier coup de canif à ses promesses en envisageant 18 mois de plus si les Tchadiens ne parviennent pas à s'entendre et en remettant son destin à Dieu sur une éventuelle candidature. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin encore, ou alors cet après-midi, Tchad, les prolongations de la transition, qu'en pense Emmanuel Macron? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batengene, il est sociologue et surtout panafricaniste dans l'âme. Jonathan Batengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Ngos, bonjour à tous les panafricanistes, à tous les inconditionnels de ce programme sur Panafricaniste TV. Nous vous disons merci de continuer à suivre, et puisque nous sommes dans la mouvance de la révolution burkinabé, nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et oui, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci à vous, Jonathan Batengene, d'être avec nous cet après-midi. Oui, parce que nous sommes déjà plus de 13h20.
Vous êtes là depuis longtemps. Merci également pour votre patience et votre longanimité. Nous sommes en Afrique et puis la chaleur, hein, il y a une chaleur conviviale ici, un cadre tout à fait agréable, un cadre hospitalier et nous saluons tous ceux qui se battent pour que cette émission continue de créer les lettres de noblesse du panafricanisme. Vous étiez là au début, vous étiez le pionnier avec le président Bandakani et vous êtes encore là pour nous encadrer. Merci. Merci à vous. Hein. Moi, je ne suis rien du tout sans vous. Allons-y, messieurs. Tchad, les prolongations de la transition, qu'en pense Macron? Jonathan Matengene, vous avez suivi justement cette actualité. Finalement, l'Union africaine avait demandé une transition de 18 mois, exigé qu'aucun membre du Conseil militaire de transition ne pourra être candidat aux élections à venir. Mais voilà, eh bien, le fils Déby a changé. D'ailleurs, il n'a pas tenu ses promesses. Il demande une transition de plus de 24 mois. Qu'en pense la France? La France est rassurée. La France est rassurée quant à ce que le jeune président Mahamat Déby, le jeune général, a été domestiqué finalement. Son père qui était devenu quelqu'un d'intransigeant, quelqu'un de rebelle du point de vue de la France-Afrique, oui. Quelqu'un qui dérange, a été éliminé par la France, par les services spéciaux français. Et c'est bien de revenir en rendant hommage au grand maréchal du Tchad, maréchal Idriss Déby Itno, ce grand panafricaniste, comme le reconnaissait le président Paul Biya dans son discours inaugural en août 2021 de la session de la CEAC, des travaux de la CEAC. Le grand maréchal avait mené, il avait ouvert un combat qui visait justement à rentrer dans le cadre du panafricanisme avec une Afrique souveraine. Oui. Il voulait un Tchad souverain. Il avait commencé à s'attaquer aux piliers de l'extraversion du Tchad, notamment d'abord l'assujettissement par la question de la rébellion. Il avait voulu s'attaquer profondément à cette question. Il s'était également attaqué aux endocolons, ceux qui, à l'intérieur du pays, travaillent pour que le pays reste une colonie, reste dans son état néocolonial. Il s'était attaqué à eux. Et il avait essayé de construire une arène politique qui corresponde avec les nouvelles aspirations des Tchadiens. Il s'apprêtait à remettre tous les fils du Tchad sur un terrain d'entente qui devait leur permettre de décoller tous ensemble. Et ça a gêné Paris. Paris a senti que s'il perdait le Tchad, c'est surtout la grande base militaire de N'Djamena qui allait partir. Il savait qu'avec un Tchad qui changeait, c'est le Sahel finalement aussi qui devait leur échapper, parce qu'il ne faut pas oublier que si la France avait un pied à Gao, l'autre pied était tenu solidement à N'Djamena. Et il comptait surtout sur la main-d'œuvre militaire bon marché et très efficace sur le terrain des Tchadiens pour continuer ce qu'ils appellent le G5 Sahel. Donc, le départ d'Idriss Déby, ça changeait considérablement la géostratégie dans la zone. Et les Français ont considéré qu'il devenait donc un élément gênant qu'il fallait éliminer. Il a été malheureusement tué sur le champ de bataille. Et aujourd'hui, des témoignages des rebelles qui ont participé à l'opération, ça nous l'avons de notre frère Mohamed Hamza, qui nous a un peu raconté le film selon les rebelles. Les rebelles affirment qu'ils n'avaient ni la technologie, ni les capacités militaires d'éliminer Idriss Déby à la distance où il a été touché par la balle qu'il a atteint. Ils affirment également que durant les échanges, eux, ils avaient pour principe de le capturer vivant. Mais ceux qui ont agi, c'est certainement des gens qui avaient des consignes. Et jusqu'à présent, ils ont donné une information et dit jusqu'à présent, l'assistant français, le coopérant français qui était dans l'équipe du coup d'État, oui, qui était dans l'équipe du président Déby dans le cortège présidentiel, après la mort, c'est lui qui s'est arrangé et il a appelé le fils Mahamat pour lui dire « Paris te désigne comme étant le futur président du Tchad ».
Il s'agit donc d'une cooptation, une cooptation sous fond de sang, une cooptation qui a été réalisée sous fond de parricide, et cette cooptation a éliminé le maréchal du Tchad. Quand le jeune Mahamat est arrivé, puisqu'il avait été de l'équipe expéditionnaire qui était allée à Gao pour la libération des villes maliennes, et qu'il avait été l'homme de main utilisé pour combattre ces rébellions, beaucoup de panafricanistes, dont nous-mêmes, avons soutenu le fait qu'il était un fidèle de son père. Mais aujourd'hui, les renseignements qui nous parviennent montrent qu'il n'est pas très étranger à ce qui s'est passé. Et malheureusement aussi, dans sa perspective, il n'a pas su hériter de ce lot actif de son père, qui est la lutte panafricaniste. Il est arrivé par la petite porte et malheureusement, il continue d'être couvé par la France, qui s'est arrangé aussi à lui mettre plusieurs moyens de pression. Vous avez Success Mascra pour la pression politique, avec Wakitama, cette association qui est très très liée au Parti socialiste français. Et vous avez de l'autre côté ce qu'on appelle les sociétés civiles qui essayent de faire pression également sur lui en faisant vaciller son pouvoir si jamais il voulait revenir dans le giron de son père. Et de l'autre côté, vous avez le FACT qui est piloté par le Qatar. Ça, ces rebelles le reconnaissent, c'est le Qatar. Et derrière le Qatar, c'est encore la France. Donc vous avez un étau qui se resserre autour de M. Mahamat. Donc ce dernier n'a pas eu le courage de son père, n'a pas le courage d'un militaire qu'il est. Et malheureusement, ça fait que les jours du Tchad sont actuellement compromis. Vous parlez de cette mesure qui a été prise. Samedi dernier, 1er octobre 2022, décision qui a été prise justement par lui de prolonger, c'est la deuxième prolongation, voilà pourquoi nous parlons des prolongations, cette fois-ci de 2 ans. 2 ans, alors qu'il avait lui-même pris l'engagement à la prise de pouvoir de ne faire que 18 mois. 18 mois. Donc on va à 38 mois, parce que normalement la première, on va le dire comme ça, prolongation, s'achevait, alors doit s'achever le 20 octobre prochain. 20 octobre. Alors, il se dédie, mais il s'est donné un certain nombre de moyens parce que la France, c'est le président Déby qui nous a révélé que quand la France veut faire passer une situation tout à fait absurde, il vous donne l'expertise. Alors, on veut faire venir un constitutionnaliste. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça a été très simple. Dans l'idée du dialogue national inclusif, ils ont créé une commission ad hoc. Commission ad hoc constituée de 26 membres, présidée par un ancien Premier ministre qui n'est pas un brillant panafricaniste, le Premier ministre Nassour, oui, qui, lui, est quelqu'un qui a travaillé dans les siècles, c'est l'un des férus de l'époque de la France-Afrique, toute flambante, toute vent en poupe au Tchad. C'est à lui qu'on a confié l'affaire. Et dans la commission ad hoc, cette commission ad hoc a travaillé à ce qu'on appelle des points essentiels. Et quand vous regardez les résultats des travaux de la commission ad hoc, ils sont d'abord diffusés par les médias du Quai d'Orsay, oui, RFI, France 24, Le Point, tout. Et même, vous retrouvez des médias états-uniens qui reprennent très vite les résultats. Et le point qui revient, c'est la prolongation de 2 ans. Prolongation de 2 ans, qui a été adoptée mercredi passé. Donc, 3 jours avant que lui-même n'entérine la décision. Et pour sceller cela d'un sceau de légalité, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Au lancement du dialogue national inclusif, le président Mahamat Idriss Déby Itno prend l'engagement solennel en disant que chaque décision sera souveraine. Donc, elles vont s'imposer désormais. Ça sera une sorte de charte de transition. En fait, comme ça s'est passé avec Damiba au niveau du Burkina Faso, on a affaire avec
un coup d'État cette fois-ci qui n'est pas vertueux, un coup d'État de trahison. Et ce coup d'État qui a été porté vise à s'aborder l'image des autres coups d'État révolutionnaires et à donner l'impression dans la banalisation de ces gestes que les France-Africains sont aussi capables de faire quelque chose en consultant le peuple. Et dans cette logique, puisque au Mali, on avait abouti à une charte de transition après les assises nationales, au niveau du Burkina, on a abouti également à une sorte de charte de transition au terme d'un dialogue, lequel dialogue n'a jamais été respecté par le dirigeant. Parce que l'enjeu, ce n'est pas le dialogue. L'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on va faire des éléments du dialogue. Est-ce que le président va véritablement s'en tenir aux éléments du dialogue? Est-ce qu'il va intégrer toutes les couches sociales? Est-ce qu'il va se soucier de sa légitimité? Dans le cas d'Amiba, on avait constaté que sa légitimité l'importait peu. Il préférait rester à l'élite et il avait d'ailleurs nommé tous ses amis à tous les postes. C'est un peu ce qui se fait avec le président Mahamat. Il est en train de rester élitiste. Il ne va pas ratisser en bas parce qu'il n'y a pas les éléments de légitimité qui devraient entourer ce genre de révolution. Il est resté élitiste, il est resté dans la logique de cooptation qui lui a été imposée par la France, parce qu'il faut bien dire que lui-même, il n'a pas trop de choix dans ce sillage. Hein. Le Tchad aujourd'hui, c'est un pays, quand on scrute son horizon, il faut un miracle politique comme au Mali pour que les choses changent. Ou bien un retournement de veste comme en Guinée-Conakry pour que les choses changent. Donc, M. Mahamat Idriss Déby, le général Mahamat, il n'est pas en train de suivre les voies de Goïta. On le voit mal suivre les voies de Doumbouya. Donc, il est en train de tracer le même chemin plat et sans véritable poids que Damiba a tracé pour les France-Africains. C'est un mauvais exemple. Et le saut de la légalité, donc, il a eu parce qu'il a dit que ça serait souverain. Et voilà, aujourd'hui, il entérine. Vous allez voir que les principaux relais encore de cette décision, ce qui montre que c'est une décision prise par Paris, ce n'est pas une décision prise par lui-même, M. Mahamat. Tout le cinéma le casting a été monté à Paris. C'est le Quai d'Orsay d'ailleurs. Vous avez vu comment c'était le premier geste triomphant d'Emmanuel Macron venir adouber Mahamat au lendemain, le jour même de l'enterrement, aux obsèques du président maréchal Idriss Déby Itno. Et c'était aussi une manière de moquer la mémoire du grand homme, parce que le président français qui a atterri alors que son pays était fustigé par cet homme lors de ses obsèques, c'était une insulte à tout le combat qu'il a mené. C'était aussi une manière revancharde de dire, eh bien, tu es désormais couché, nous sommes debout et nous sommes en train de frôler avec fierté le tarmac de l'aéroport où tu croyais que tu allais nous réexpédier. Donc aujourd'hui, le président Idriss Déby certainement s'est retourné dans sa tombe après cette situation. Et tout ce qu'on espère malheureusement, il faut le dire, c'est un retournement de veste. De la part de Mahamat Idriss Déby. Pourtant, samedi dernier, il a trouvé une parade, une raison. Et l'une des raisons d'ailleurs de la prolongation de 24 mois encore de cette transition, c'est qu'il attend que tous les Tchadiens puissent s'entendre. Pendant ce temps, on attend également les conclusions du dialogue national inclusif, même si nous savons pertinemment qu'il y a plusieurs formations qui n'ont pas participé justement à ce dialogue. Vous savez que pour les formations qui n'ont pas participé, on ne va pas trop leur faire de la publicité parce que c'est des France-Africains pour la plupart. Oui. Succès Masra, il a rencontré Macron déjà, je crois, 2 fois. Il a beaucoup d'entrées dans les médias du Quai d'Orsay. Et la scène politique tchadienne ressemble un peu à la scène politique gabonaise. Vous avez toute une classe politique qui a été corrompue, qui a été entraînée dans les sillages de la France-Afrique et qui est là comme prisonnière de sa compromission.
Donc, c'est un peu la situation de tous ceux qui ont été laissés. En fait, les Tchadiens payent le fruit de leur compromission. Et c'est, comme on dit, le proverbe dit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Donc, ils sont en train là, voilà, ils sont en train de payer le fruit de cette trahison dont tout le monde s'est rendu coupable. Ou du moins, tous les cadors de la classe politique. Quand vous regardez même les rebelles tchadiens, que ce soit les anciens ou les nouveaux, vous voyez les Mahamat Zen, tous ces gens, ils vivent en France. Pour la plupart, ils vivent en France. Et comment des individus ne sont d'accord que pour brader les richesses de leur pays et faire le désordre sur leur pays? Personne là-bas n'est en train de réfléchir aux générations futures, de réfléchir à la souveraineté de leur pays, de réfléchir aux problèmes importants de leur pays dans le sens nationaliste et patriotique. Les gens là-bas pensent simplement à avoir un peu d'argent. Et c'est un peu pourquoi nous fustigeons cette culture ultra-matérialiste qui se développe dans ce pays-là. Parce que quand vous arrivez au Tchad, les gens sont plus préoccupés à vous montrer leur dernier Prado et les milliards qu'il y a dans les malarières, parce qu'ils se disent que là-bas, c'est comme ça que les gens affichent leur opulence. Et beaucoup moins ne vont vous montrer les gestes en faveur du développement du pays. C'est ça, c'est un pays qui a été zombifié au sens où on entend certains analystes parfois le dire. Ils ont été zombifiés, on leur a enlevé leur âme, on leur a enlevé toute capacité de résister, de proposer un projet pérenne basé sur une assise nationale, sur des éléments nationaux. On leur a vendu l'extraversion comme étant le mode même par excellence de déploiement politique. Et donc vous avez cette classe politique. Elle est neutralisée par sa compromission au niveau de l'opposition, au niveau des sociétés civiles. Vous avez ces rebelles qui eux-mêmes sont compromis parce qu'eux-mêmes ils sont encore en concubinage incestueux avec Paris. Et vous avez maintenant un pouvoir politique, un régime qui est dominant, qui lui-même n'arrive pas à faire sa propre révolution. Or, pour le Tchad, c'est le modèle. Parce qu'aujourd'hui, les panafricanistes, nous avons dans l'ingénierie politique développé des mécanismes qui permettent à des régimes de s'autonomiser. Et aujourd'hui, l'ingénierie politique la plus concluante, ça nous vient de Guinée-Conakry. Le président Doumbouya, qui était un légionnaire français. Et donc pour nous, il était le modèle par excellence du compromis et du larbin qui prend le pouvoir et va servir ses maîtres. Aujourd'hui, que nous propose Doumbouya? Doumbouya nous propose un visage contradictoire. Il nous propose un visage différent. Il s'est engagé pour libérer son peuple. Et tout le monde aujourd'hui, parmi les panafricanistes, salue l'œuvre de M. Doumbouya, du colonel Doumbouya. C'est ce qui est souhaité maintenant pour le jeune Mahamat Idriss Déby. Il y a de l'espoir pour lui. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour lui? Son papa est venu de la même manière. Il faut le reconnaître, mon frère Goss. Son papa est venu de la même manière. On ne peut pas perdre espoir parce que si on perd sur le continent africain, on ne perd jamais espoir. On ne perd jamais espoir. On a toujours espoir que l'homme peut changer. On sait que son frère, à tout moment, il peut revenir à la raison. Et c'est pourquoi en Afrique, même quand un enfant est malade, il souffre d'apoplexie, il souffre de crises qui affectent son psychique. La famille le garde toujours. On s'en occupe. Pas parce que nous subissons ou que nous nous disons que c'est notre fou ou notre malade. C'est qu'à un moment, on se dit toujours, il peut guérir. Il peut guérir. Cette conviction que nous avons héritée de nos ancêtres, cette conviction que nous portons de notre anthropologie, de notre culture, cette conviction-là, nous la maintenons pour le cas de M. Mahamat, du général Mahamat. D'ailleurs, nous avons invité dans d'autres médias à ne pas aimer les titres. Les titres, le matériel, c'est les points par lesquels l'Occident nous tient. À se regarder ce qu'ils ont fait à notre frère Mbembe. C'est ce qu'ils lui ont fait. On lui a proposé d'être désormais le penseur de l'Afrique, le penseur de la néocolonie, de la post-colonie. Et ce dernier s'est laissé flatter par les titres parce qu'on lui laissait miroiter l'éternité via les titres de l'Occident. Et voilà qu'il s'est compromis. C'est ça le piège de l'Occident, les titres ou le matériel. Pendant ce temps, le Tchad nous montre aujourd'hui la justice 2 poids 2 mesures d'Emmanuel Macron. Quand c'est le Mali
on condamne. Quand c'est la Guinée-Conakry, on condamne. Mais quand on arrive au Tchad, eh bien, on n'entend aucune voix. C'est le mutisme total. Oui, et là, il faut dire que c'est beaucoup plus dans le bilatéralisme que nous comprenons ça. Parce que si c'est dans le multilatéralisme et que nous rentrons dans le cadre de la sous-région Afrique centrale, vous avez remarqué qu'une fois qu'il a pris le pouvoir, Yaoundé et Brazzaville ont adopté la même posture. Parce que les leaders de la sous-région actuellement, c'est Yaoundé et Brazzaville. Ils ont adopté la même posture. Pas de condamnation pour la prise de pouvoir de M. Mahamat. Ce n'était pas du fait de Mahamat en tant que choix de la sous-région, mais c'était du fait d'éviter d'être inféodé par les logiques externes, c'est-à-dire par les puissances comme la France ou les États-Unis. Il fallait éviter cela, donc la CEMAC a, de manière cohérente, adopté de ne pas condamner le coup d'État ou bien la prise de pouvoir du général Mahamat. Cependant, la CEMAC, en adoptant cette posture, s'est libérée d'une situation qui pouvait de facto la mettre dans la guerre de procuration entre l'Afrique et l'Occident. Et cette posture a permis simplement à la CEMAC de s'affranchir cette tentative de récupération de l'Occident. Mais de l'autre côté, il y a le rapport bilatéral. C'est-à-dire que quand vous regardez le parallèle, vous avez bien fait de le citer, mon frère Ngoz, c'est que dans le cas du Mali, dans le rapport bilatéral, la France a commencé à traiter le pouvoir de Bamako de junte. Et le discours est devenu violent parce qu'on leur demandait très vite la transition. Il faut une transition, on leur parlait de 6 mois, dans les 6 mois qui viennent. On leur disait que si en février il n'y a pas de transition, il y aura quelque chose qui va se passer. Donc, le discours, l'escalade diplomatique qui a été observée dans le cas malien, n'est pas observée dans le cas tchadien. Oui. Dans le rapport bilatéral entre la France et le Tchad, on ne voit pas Paris s'inquiéter. Le langage qu'on écoutait de la part de la diplomatie française. Paris s'inquiète de la durée anormale. Paris ne s'inquiète pas de la durée anormale de la transition tchadienne. Paris ne s'inquiète pas de la mise au banc même de leur groupe affidé. Et nous invitons ces groupes à refaire leur diagnostic. M. Masra également. Si nous attendons de M. Mahamat une mue révolutionnaire, de la part également de M. Masra, nous attendons une mue révolutionnaire. Ils doivent faire le même travail. C'est le moment pour eux de se poser les bonnes questions. Est-ce que nous avons des partenaires fiables? Au lieu de continuer de jouer l'opportuniste qui attend son temps, ou bien il attend son beefsteak, c'est un peu comme dans la fable de La Fontaine. Le loup et l'agneau, ou bien le corbeau et le renard. Oui. Et le renard qui attend que le beefsteak tombe, que le fromage tombe, pour qu'il puisse se régaler. Donc ils sont là en bon opportuniste, ils attendent que l'erreur soit commise et que la faille leur soit accessible pour enfin porter leur coup et prendre le pouvoir en complicité encore avec Paris. Qu'ils arrêtent cette posture, ça ne sera pas avantageux. Ils ont été mis au banc ivoirien avec le silence de la France. Là, ça leur montre que ce n'est pas un partenaire fiable. Et la France a obtenu de Mahamat ce qu'ils attendaient, c'est son allégeance. Donc, ils vont continuer de travailler avec lui. Est-ce que c'est la bonne posture? C'est le temps pour la rébellion, les rébellions tchadiennes, les oppositions tchadiennes, les sociétés civiles tchadiennes de se remettre en question. Si de l'autre côté, on attend que Mahamat fasse un revirement de situation, il faut effectivement également que les autres Tchadiens qui sont de l'autre côté fassent leur mieux. C'est tout le peuple tchadien et l'élite tchadienne qui devra faire cette révolution. Sinon, ils vont compromettre davantage leur pays. Et malheureusement, c'est la porte d'entrée à partir du Sahel de l'Afrique centrale. Donc c'est un pays charnière qui est très important et dont la sécurité garantit également celle des pays de la CEMAC. Donc on ne peut pas, 24 mois, pourquoi faire? 24 mois, on se demande bien. Il n'y a pas de situation sécuritaire extraordinaire. Parce que, il n'y a pas de grande décision. On comprend pas. Les Maliens se sont donné les 36 mois parce que
Et il y a une question sécuritaire extraordinaire. Quand vous regardez un pays de plus d'1 million de kilomètres carrés, où les rebelles avaient pris pratiquement 400-500 000 mètres carrés, c'est carrément le Cameroun qu'ils avaient pris. C'est tout un pays qu'ils avaient occupé. Il faut ramener ce territoire dans l'ensemble national. Mais au niveau du Tchad, vous avez également 1 million de kilomètres carrés. Mais il n'y a pas de rebelles, il n'y a pas de groupe rebelle sur les portions de territoire. Pourquoi donc 2 ans? 2 ans, pourquoi faire? Et au terme desquels les 2 ans, il n'y a pas de mesures limitatives. Vous vous souvenez, Paris avait, dans la hausse du ton, Paris avait, au niveau de Bamako, formulé l'injonction suivant laquelle les militaires devraient s'engager à ne pas prendre le pouvoir après. Pourtant, Mohamed Déby, depuis le 1er octobre dernier, ce samedi, lui a justement le libre choix d'être candidat à l'élection présidentielle. Il a les coups de franche, il peut être candidat. Vous voyez qu'on est là face à une forfaiture internationale, un 2 poids 2 mesures qui trahit une complicité entre les autorités de Paris et le brigandage politique qui est en train d'être orchestré au Tchad. Bien sûr, ça arrange le jeune général qui se voit président, peut-être pour le luxe que ça apporte, que ça procure, mais il faut qu'il se pose bien la question. Quel est l'avenir qu'il propose aux Tchadiens? Est-ce que son père, quand il était en odeur de sainteté avec Paris, a fait quelque chose de vraiment remarquable pour le Tchad? Qu'il se pose cette question et qu'il refasse le procès de sa relation avec Paris. Cette relation-là ne sera pas avantageuse au Tchad. Ça, c'est sûr. Et s'il l'a fait simplement pour être chouchouté par Paris, qu'il sache que Ouattara est le chouchou de Paris. Mais ce chouchoutage n'a qu'un sens. Le surendettement de la Côte d'Ivoire, le surendettement de l'Afrique. Et qu'il aille faire l'histoire de l'Afrique à partir des années 92. Ce que le surendettement a créé en Afrique, ça a hypothéqué les ressources africaines. Ça a hypothéqué l'avenir de plusieurs générations en Afrique. Donc, le général Mahamat, s'il accepte cette tranquillité internationale pour simplement brader le Tchad, et bien qu'il sache qu'il est en train de poser un acte de haute trahison envers l'histoire. Mais nous savons et nous avons des informations qu'il va et qu'il devra faire cette mue révolutionnaire. Nous le savons parce qu'il y a quand même un travail qui est fait à côté. Il y a le président, il a vu comment hier le Centrafrique était un pays qui carrément avait les indicateurs négatifs et aujourd'hui tout est ouvert, les voyants sont ouverts. Le Centrafrique propose désormais un avenir pour sa jeunesse et on voit la stabilité qui est retournée dans ce pays. Donc, il gagnerait à travailler dans le sens des Centrafricains. Et si le président centrafricain est là, avec le Centrafrique qu'on a connu, des Bozizé, des Patassé, des traîtres, avec une opposition qui était carrément corrompu, hein, parce qu'il y a cet opposant centrafricain qui allait faire des révélations, j'ai oublié son nom, mais il a fait des révélations comme quoi la présidentielle de 99, la France a donné 50 millions aux plus petits candidats et 250 millions aux plus gros candidats en leur disant de laisser passer. Si M. Mahamat pense que en corrompant cette classe politique, la France va l'aider, c'est une manière de l'aider, qu'il sache une chose, le sort du Centrafrique, c'est ça qui est réservé au Tchad. Non. Ce n'est pas un avenir pour les générations de jeunes Tchadiens comme lui. Il ne peut pas continuer ainsi. Il doit saisir l'opportunité qui lui a été donnée. Non pas par la France, parce qu'il y a quand même quelque chose. La mission d'un homme inscrite dans son horloge ésotérique. On ne va pas parler de certaines choses. Mais nous réalisons des choses qui sont programmées bien longtemps à l'avance. Si les gens peuvent croire que Muhammad, le prophète, paix à son âme, mais surtout que l'honneur et les louanges des anges lui soient déversés, si Muhammad, le prophète, a eu une destinée qui était présagée, ça veut dire que personne de nous ne vit forcément la vie qu'il mène. Donc, il ne doit pas croire que c'est Macron qui lui a donné ce pouvoir. Il était inscrit qu'il le serait. Il devait l'être. Pourquoi lui et pas ses frères?
qu'il ne croit pas que ses frères sont beaucoup moins brillants que lui. Non. Pourquoi lui et pas ses frères? Alors qu'il utilise cette position historique et prophétique qui lui a été donnée pour faire quelque chose pour les Tchadiens. C'est ça sa responsabilité désormais, et qu'il laisse le confort de la fausse paix que lui apporte Paris avec ses médias mensonges. Merci à vous, Jonathan Batengele, d'avoir été des nôtres. Merci, c'est un plaisir, grand frère Ngos, et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Comme le déclarait François Dessalles, pour croire le bien, un seul témoignage me suffit. Il m'en faut 100 pour croire le mal. En tout cas, pour croire le bien, un seul témoignage me suffit. Il m'en faut 100 pour croire le mal. Plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.